Salut voyageurs des cultures imaginaires et bienvenue dans ce numéro des dossiers pop. Avec l'arrivée de la nouvelle série Star Trek Discovery, on s'est dit qu'il était temps de vous donner quelques points de repère pour rentrer dans cette franchise qui a fêté ses 50 printemps l'année dernière. Qu'est-ce que Star Trek ? Avant toute chose, Star Trek est une série créée par Gene Roddenberry en 1966. La série parle d'une utopie futuriste où les hommes sont parvenus à transcender les problèmes raciaux, économiques et individualistes pour le plus grand bien du plus grand nombre, qu'on soit humain ou extraterrestre. La première série et toutes celles qui en découdront vous content l'histoire d'équipages d'explorateurs dont la seule mission serait de découvrir des mondes étranges et nouveaux afin d'établir des contacts avec des nouvelles civilisations. Star Trek est donc à la fois une série et un concept qui dans les années 60 réinvente le space opéra. Chaque épisode vous propose surtout de retrouver les membres d'équipage face à des problématiques diverses comme la rencontre d'autres civilisations, que faire avec un peuple qui a des coutumes différentes des nôtres, qu'est-ce qu'une autre forme de vie, qu'est-ce que la vie et est-ce que tout a la même valeur? Tellement de thèmes évoqués qu'il nous faudrait un dossier pop entier pour en parler. Chronologie et timeline. Du coup je vais vous parler de la série originale et des séries qui en ont découlé. Il faut savoir qu'il existe plusieurs timelines. Une timeline dite de production, c'est-à-dire l'ordre dans laquelle les séries ont été produites, qui diffère forcément de la chronologie issue de la diégèse de Star Trek. La chronologie de production est la suivante. On commencera donc avec la série dite originale, souvent nommée TOS par les fans. C'est la série justement avec le capitaine Kirk, Spock et McCoy, diffusée en 1966 et qui s'est terminée en 1969. S'en suivront les sorties des films Star Trek 1 en 1979, Star Trek 2 en 82, Star Trek 3 en 84 et Star Trek 4 en 86. Arrive ensuite à la télé en 1987 la série Star Trek, la nouvelle génération, avec Patrick Stewart. Oui, c'est le vieux professeur Xavier dans X-Men là, voilà. Et là on reprend les films avec l'ancien équipage, à savoir Star Trek 5 en 88 et le 6e opus en 91. Arrive en 1993 la troisième série Star Trek, à savoir Star Trek Deep Space Nine, DS9 pour les intimes, avec un équipage contemporain de celui de la nouvelle génération. Et la série démarre un an avant la fin de la série Nouvelle Génération justement. En 1994, après la fin de la série TNG, la nouvelle génération se voit portée sur le grand écran avec Star Trek Génération. En 1995, c'est la série Star Trek Voyager qui voit le jour, toujours avec un équipage contemporain de ceux de la nouvelle génération et de DS9, et on continuera ensuite avec les films Star Trek 8 Premier Contact en 96, Star Trek Insurrection en 98. A partir de là, on refait un petit passage dans le petit écran avec la série Star Trek Enterprise avec Scott Bakula, qui est sorti en 2001, qui nous parle d'un équipage évoluant dans une époque se situant bien avant celle de l'ancienne génération, à savoir Kirk et Spock. On enchaînera pour terminer sur la série de films Star Trek Nemesis avec la nouvelle génération et les reboots de J.J. Abrams dès 2009, à savoir Star Trek Into Darkness et Star Trek Beyond en 2016. Et comme annoncé au début de la vidéo, Star Trek Discovery se téléportera cette année en 2017. Mais dans les faits, et vous commencez à le comprendre, ce bordel de sortie n'aide pas vraiment à comprendre tout l'univers, car la dernière série parle d'une ère antérieure à la série originale. Et c'est un problème pour qui voudrait suivre. Voici donc les sorties dans la timeline originale de la série, histoire de tout bien comprendre. Star Trek Enterprise, Star Trek Discovery, qui se placerait au dire de la production juste avant Star Trek The Original Series et The Animated Series. On continue donc avec Star Trek le film, de 1979, Star Trek 2 La colère de Khan, Star Trek 3 à la recherche de Spock, Star Trek 4 Retour sur Terre, Star Trek 5 L'ultime frontière, Star Trek 6 Terre inconnue, Star Trek La nouvelle génération, Star Trek Generation, Star Trek Deep Space Nine, Star Trek Voyager. On reviendra donc après au grand écran avec le film Star Trek Premier Contact, puis on reviendra sur les dernières saisons de Star Trek Voyager, pour finir après sur Star Trek Insurrection. Et après on a les trois films de J.J. Abrams, à savoir Star Trek Into Darkness et Star Trek Sans Limite. On a donc pour simplifier encore trois grandes époques. L'ère dite avant la série originale avec les séries Star Trek Enterprise et Discovery, l'ère de la série originale et l'ère de la nouvelle génération. Maintenant, pourquoi avoir placé les films qui sont censés rebooter l'univers à la fin de la chronologie ? Très bonne question qui demande une très bonne réponse. Parce qu'en fait, le reboot n'en est pas un réellement. J.J. Abrams ne s'est pas contenté de rebooter l'univers, il a créé une autre ligne temporelle dite Kelvin avec l'histoire initiale. En effet, le début de Star Trek 2009 commence à la fin de Star Trek Nemesis. Le comic Star Trek Compte à rebours, sorti en même temps que le reboot d'Abrams, explique que Nero, l'antagoniste du film de 2009, est parvenu à échapper au capitaine Picard en tombant dans une sorte de voyage temporel qui l'amena le jour de la naissance de Kirk.
CQFD, le reboot est en fait une erreur temporelle qui a été d'ailleurs corrigée dans le MMORPG Star Trek Online. Du coup, il faut bien regarder ces 3 derniers films à la fin de tout l'univers Star Trek. Pour finir, je vous conseille néanmoins de regarder Enterprise un petit peu avant les films de J.J. Abrams. Pourquoi? Parce que la saison 4 de cette série recèle d'easter eggs et il faut avoir un sérieux bagage pour tout comprendre, un petit peu comme Star Trek Beyond. Allez, on continue avec la directive première. Comme je vous l'ai expliqué, Star Trek raconte l'histoire d'explorateurs qui à un moment donné rencontrent de nouvelles espèces et dès qu'il y a interaction, il peut y avoir des problèmes de compréhension. Selon cette directive, la Fédération des Planètes Unies n'est pas supposée interférer dans le développement des autres espèces de l'univers tant que celles-ci ne sont pas parvenues par leurs propres moyens à voyager plus rapidement que la lumière. Et même alors, la Fédération n'interviendra qu'à la demande expresse des peuples concernés. Oui, ça vient de Wikipédia. Mais bon, en gros, pour faire plus simple, les officiers de Starfleet ne doivent pas interférer avec une culture qui n'a pas atteint le même niveau technologique que la Fédération de peur de polluer son évolution technologique et culturelle. La directive première s'étend aussi à la politique interne des autres peuples. En effet, pour toute planète non fédérée, on ne peut interférer dans les affaires internes du peuple. Si une action va à l'encontre des règles de la Fédération, c'est la loi, la coutume ou la culture de la planète explorée qui prévaudra. Sachez aussi qu'il existe une directive première temporelle qui reprend les mêmes règles que la directive première, mais issue au voyage dans le temps. Et sachez aussi que cette prime directive, pierre angulaire de Starfleet et de la Fédération des Planètes Unies, est constamment bafouée par tous les officiers. Ah oui, il faut bien enrichir des scénarios par des conflits moraux. Fédération des Planètes Unies et Starfleet. En vous parlant de la directive première, j'ai employé les termes Fédération des Planètes Unies et Starfleet. Comme son nom l'indique, la Fédération des Planètes Unies, ou la FUP, est un organe politique regroupant plusieurs dizaines de planètes, telles que la Terre, Vulcain, Andoria et Tellar. Cette fédération a mis fin à la famine, aux guerres internes et au capitalisme dans de nombreux mondes. Mais tout paradis doit être protégé et c'est là qu'intervient Starfleet. À la base, cet organe était dédié à l'exploration spatiale, bien avant la naissance de la Fédération des Planètes Unies. Mais dans l'espace, toutes les espèces ne sont pas aussi pacifiques et curieuses que nous. Face à des peuples belliqueux, Starfleet s'est vu confier la défense de la Fédération, en plus de ses missions diplomatiques, d'exploration et de recherche scientifique. C'est pourquoi il y a un commandement militaire dans toutes les histoires et que tous les membres d'équipage sont en général des officiers. J'espère que ce dossier vous a plu et vous a donné envie de découvrir l'univers laissé en héritage par Jenny Roddenberry. Je ne vous conseillerais que de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et de venir nous poser des questions dans les commentaires. N'oubliez pas qu'une petite chaîne Star Trek risque un jour de voir le jour, alors soyez attentifs ou cliquez directement ici. Je vous remercie. Allez, à plus!